Ah voilà. Bon bah bonjour à tous, bienvenue à cette première Office Hour de France Digital. Donc on traverse une période de crise assez compliquée pour tout le monde et vous êtes nombreux à nous faire remonter vos problèmes. Donc on va essayer d'y apporter des solutions via la contribution de tous. Ce qui est super, c'est que vous êtes hyper nombreux à vouloir participer. On a eu énormément de questions, énormément de personnes qui se sont proposées. Et donc aujourd'hui, le premier thème abordé, c'est le chômage partiel. C'est clairement le premier problème qui nous a été exposé. Et pour y répondre, on reçoit Frédéric Calino, Bonjour. avocat spécialisé dans le droit du travail, et puis Benjamin Bitton de Dossier Finance, qui est aussi board member de France Digital. Et on va essayer d'apporter un maximum de réponses à vos questions. Donc, vous avez le chat si vous voulez contribuer. Je vais vous mettre aussi en direct via ce chat toutes les questions qui nous ont déjà été posées. On en a une cinquantaine. Et donc pour commencer déjà, je propose que Frédéric, tu fasses un petit topo sur tout simplement ce qu'est le chômage partiel. Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors effectivement, le chômage partiel, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps. Alors ça s'appelait chômage partiel avant 2013, ça s'appelle aujourd'hui activité partielle. Bon, on utilise toujours les termes un petit peu indifféremment, mais dans les documents officiels et dans les demandes que vous allez pouvoir faire, il faut bien utiliser le terme activité partielle. Vous allez entendre parler également du terme chômage technique. Donc tout ça, c'est la même chose. Ce que ça recoupe en gros, c'est le fait de demander à ses salariés de ne pas travailler ou de moins travailler pendant une période en raison de certains événements qui peuvent être une baisse d'activité due à un problème d'approvisionnement par exemple, une catastrophe naturelle également. Moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur un spectacle avec un chapiteau qui a été détruit par les tempêtes qu'il y a eu à Paris il n'y a pas très longtemps et on a dû mettre effectivement tout le personnel en activité partielle. Et puis là, on a cette situation assez exceptionnelle qui est ce coronavirus donc qui met à peu près à néant beaucoup d'entreprises, qui a largement fait baisser l'activité de beaucoup d'employeurs et donc de beaucoup de salariés. Et la conséquence de tout ça, c'est que si un salarié ne peut pas travailler du fait de soit la fermeture totale ou partielle de son établissement, l'employeur va se poser la question, comment je fais moi pour payer un salarié qui ne travaille pas? Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Et les aides de l'État, c'est justement ça, c'est cette activité partielle. Alors, très rapidement, ça consiste en quoi? Mais on va y revenir plus en détail avec toutes les questions qui ont déjà été posées et les autres qui vont être posées au cours de ce webinaire. Concrètement, c'est les heures chômées, c'est-à-dire non travaillées par un salarié dans mon entreprise. Moi, employeur, je vais devoir les payer, mais selon un taux plus avantageux, puisque je vais devoir les payer à hauteur de 70% de son salaire brut. Et je vais me faire rembourser en quelque sorte, ou du moins indemniser par l'État, à hauteur d'un certain montant qui est en train de changer, on va en parler, et qui est en train de devenir plus favorable en ce moment. Mais on va dire jusqu'à maintenant, le chômage partiel, tout le monde y perdait un peu à la fin, mais c'était un petit peu le jeu et de toute façon, malheureusement, on n'avait pas le choix, ni l'employeur, ni le salarié. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la majorité des cas, les salariés vont également continuer à y perdre. En revanche, l'employeur, lui, devrait à peu près s'y retrouver du fait des différentes annonces qui ont été faites par le président de la République et puis par certains membres du gouvernement. Alors Benjamin, peut-être que tu veux qu'on fasse un jeu de questions-réponses maintenant par rapport à ce qui a déjà été Exactement, posé. exactement. Et juste pour ajouter à tes propos très très clairs, le but est, et on le voit là, vous voyez mes yeux se balader sur l'écran, mais il y a énormément de questions qui se posent. On va essayer de répondre à un maximum de questions. On n'aura pas, et je parle sous le contrôle de notre avocat du webinar, on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, c'est une évidence. Et on saura dire quand on ne sait pas, parce que on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, toutes les choses ne sont pas claires, qu'on entend énormément de communication de part et d'autre, on a peut-être une surcommunication. En tout cas, mes clients dont on est CFO, on s'aperçoit qu'il y a une surcommunication en ce moment, ce qui est bien et ce qui est aussi un facteur de pouvoir faire des erreurs. Donc, on ne vous dira pas et on essaiera de répondre au plus clair sur les sujets qui sont assez primordiaux pour vous dans les prochaines semaines. Donc, peut-être déjà commencer beaucoup de questions sur l'éligibilité du chômage partiel. Qui est éligible? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité des entreprises? Le code NAF est-il, par exemple, un critère? Ou toutes les entreprises sont-elles de facto éligibles?
Alors, en théorie, toutes les entreprises sont éligibles. Il n'y a pas de question d'activité, de code NAF, etc. On se rend compte juste que le critère principal, en fait, c'est d'avoir une baisse d'activité et de pouvoir le démontrer. Alors, naturellement, tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui sont touchés de plein fouet par le coronavirus du fait d'une obligation de fermeture, je pense à l'hôtellerie, la restauration, les spectacles, tous ces secteurs-là, ça va être extrêmement facile pour eux quand ils vont faire leur demande d'activité partielle, de démontrer la baisse d'activité, puisque c'est l'État qui leur a demandé de fermer. Donc là, c'est extrêmement simple. Pour les autres entreprises, là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir démontrer quand même cette baisse d'activité. Alors, le contexte va aider naturellement. À mon sens, on n'a pas encore de retour sur les questions, mais à mon sens, il va y avoir beaucoup plus de tolérance qu'auparavant pour accorder ou non l'activité partielle. Une chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est que là, l'administration du travail est complètement submergée par les demandes d'activité partielle, ce qui fait que là où avant, on avait des délais de réponse, on en parlera, mais avant, l'administration avait 15 jours pour vous répondre. Aujourd'hui, ils ont réduit à 48 heures, mais en gros, 48 heures, ils n'arrivent pas à vous répondre, que les choses soient claires, parce que la plateforme, de toute façon, a été saturée depuis jeudi jusqu'à à peu près hier matin. Je crois qu'on peut y accéder à nouveau, mais avant d'obtenir une réponse, à mon avis, on peut attendre un petit peu. Et je pense que la manière dont l'administration va étudier les dossiers, dans un premier temps, ils vont les prendre, ils vont probablement accorder cette aide, donc accorder l'activité partielle, et peut-être qu'à posteriori, il y aura un contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y aura eu des abus, ben là, l'administration va pouvoir recontacter les entreprises et pouvoir dire, bon, écoutez, à l'époque, pour ne pas vous mettre en difficulté, on vous a accordé l'activité partielle pour ne pas tout freiner d'un point de vue financier, pour que vous puissiez avoir quand même une certaine aide financière, notamment pour payer vos salariés. Maintenant, après coup, et maintenant que les choses se sont calmées, on a regardé le dossier avec un peu plus d'attention, et que les choses soient claires, vous n'étiez absolument pas éligible parce qu'en fait, vous n'avez pas eu de baisse d'activité, ou du moins, vous n'êtes pas capable de nous le démontrer. Donc, il faut quand même être extrêmement vigilant. Il ne faut pas faire n'importe quoi, même si la période est difficile. Il faut faire ça avec beaucoup de, enfin, pas de retenue, mais en tout cas, il faut vraiment En bonne remplir les intelligence. critères d'éligibilité. Il faut faire attention. Voilà. Mais encore une Ok. fois, pour revenir sur le secteur d'activité, tous les secteurs sont concernés à partir du moment où on arrive à démontrer une baisse d'activité. Super. Je vais essayer de faire aussi le timekeeper et d'essayer d'enchaîner les questions parce qu'il y en a beaucoup qui s'affichent derrière et qu'on n'a qu'une heure sur ce webinar. Même si on déborde un petit peu, essayons de le tenir. Une vraie question, et ça m'est énormément remonté, moi, par tous mes clients. Le chômage partiel, certains disent qu'on peut le faire uniquement pour tout un établissement ou pour toute une entité. Et je pense que c'était l'essence même du chômage partiel à l'origine. Là, en l'état, est-ce qu'on sait qu'on peut mettre, si on peut mettre une partie de son équipe en chômage partiel, est-ce que c'est un département qui a le même métier ou est-ce qu'on peut faire du cas par cas là-dessus? Alors, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est le chômage partiel, c'est une mesure collective. Donc, en principe, c'est censé toucher une collectivité de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un seul salarié en chômage partiel, on n'a pas le droit. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que je suis dans une entreprise, si je décide de mettre une seule personne en chômage partiel, ça, c'est pas possible. Par contre, est-ce qu'on a le droit de mettre un département, une équipe particulière en chômage partiel? La réponse aujourd'hui, clairement, ben, il n'y en a pas. Parce que ce soit la documentation technique qui émane de l'administration du travail, ils ne répondent pas à cette question. La jurisprudence, il n'y en a pas sur le sujet. Il n'y en a que sur la question de la mise en chômage partiel d'une seule personne. Et là, pour le coup, c'est très clair, on ne peut pas. Pourtant, quand on décortique un petit peu les textes, il y a on peut en tout cas les comprendre comme pouvant amener à un chômage partiel effectivement d'une équipe, d'un département. Moi, ça me semble assez logique aussi. Alors encore une fois, à prendre avec précaution parce que il n'y a rien qui le confirme expressément. Pour autant, moi, je pense qu'il faut faire la demande, il faut le tenter. Et puis, de toute façon, l'administration du travail vous dira oui ou non. Mais à partir du moment où vous arrivez à démontrer les spécificités de cette équipe par rapport à une autre, par exemple, dans une entreprise, vous pouvez tout à fait avoir différents départements. Certains parfaitement touchés, d'autres pas. Je prends un exemple très simple, mais les personnes que vous pouvez mettre en télétravail dans une entreprise, bon ben, à partir du moment où ils peuvent travailler de chez eux, le chômage partiel ne devrait pas leur être applicable.
En revanche, dans l'entreprise, vous avez certaines catégories de salariés qui ne peuvent pas être éligibles au télétravail. Je prends un exemple extrêmement bête, mais les personnes qui font le ménage dans vos locaux, ils ne vont pas faire le ménage de chez eux. Donc, forcément, ces personnes-là ne pourront pas être en télétravail et donc devraient pouvoir bénéficier du chômage partiel. Et là, on se rend bien compte que c'est un département en particulier, c'est le département des personnes qui font le ménage. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de scinder notre entreprise en différentes équipes, différentes unités de travail, comme c'est le cas d'ailleurs, hein, la possibilité elle est donnée dans plein d'autres concepts en droit du travail. Donc moi, à mon sens, on peut mettre en chômage partiel certains départements à partir, encore une fois, où on arrive à démontrer les spécificités de ce département et pourquoi est-ce qu'il y a une baisse d'activité propre à ce département-là et pas éventuellement aux autres. Ok, très bien. Une question qui revient souvent aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de dirigeants qui se posent la question, est-ce que eux, en tant que mandataires et salariés, ils peuvent être éligibles à ce chômage partiel? Alors, il faut faire une distinction parce qu'il y a une erreur qui est faite extrêmement souvent. C'est est-ce que je suis mandataire et salarié ou est-ce que je suis mandataire assimilé salarié? Assimilé salarié, en fait, ça veut dire je suis assimilé salarié au regard de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Typiquement, un président de SAS est assimilé salarié au regard de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il a une fiche de paye comme les autres salariés avec à peu près les mêmes cotisations, si ce n'est l'assurance chômage. Ça n'en fait pas un salarié pour autant. Donc, comme il n'est pas salarié, il n'a pas de contrat de travail, à partir de là, il n'est pas éligible au chômage partiel. En revanche, vous avez dans certaines sociétés des gens qui cumulent contrat de travail et mandat social, et à partir de là, à partir du moment où j'ai un contrat de travail qui est naturellement valable, hein, puisque les conditions de cumul, vous le savez probablement, mais elles sont quand même extrêmement strictes, mais si j'ai un contrat de travail valable, dans ce cas, je suis éligible au chômage partiel. Très clair. On va essayer de balayer la fin des questions sur l'éligibilité qu'on avait déjà prévues avant de pouvoir passer aux autres sujets. CDD, stagiaire, contrat pro, tous ces sujets-là, période d'essai. Je sais que ça fait beaucoup d'exemples différents que je te donne, mais qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre eux, si tu peux nous le dire en 1-2 minutes? Ouais. Alors, CDD, ils sont pris en cause dans le chômage partiel. Il n'y a pas de débat. Le seul débat qu'il y a eu à un moment donné avant 2013, c'était pour les saisonniers. Je pense que ça ne concerne pas grand monde ici. Donc aujourd'hui, a priori, ils sont pris en compte dans le système, mais tous les autres CDD le sont, donc pas de problème. Stagiaires, non. Les stagiaires ne sont pas des salariés, donc ils ne bénéficient pas et de l'indemnisation eux-mêmes et l'employeur ne bénéficie pas non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mes stagiaires, en gros, j'ai plusieurs solutions. J'ai même, à la limite, j'ai qu'une seule solution. Enfin, non, deux solutions, on va dire. C'est soit je les mets en télétravail. Alors, personnellement, moi, j'y suis absolument pas favorable parce que vous le savez, ça va pas plaire, mais les stagiaires, ils sont pas là pour travailler. Les stagiaires, ils sont là pour apprendre. Et ça, les inspections du travail commencent à être extrêmement regardantes sur le sujet. Donc, normalement, un stagiaire en télétravail, ça n'a pas de sens. Puisque son maître de stage n'est pas là, il n'est pas là pour le superviser, donc en principe, ça ne me semble pas possible. Pour autant, j'ai déjà entendu lors de conférences un inspecteur du travail qui disait « oui, ça me semble possible de mettre un stagiaire en télétravail ». Bon, moi je dis « faites attention à ça, moi je ne le conseille pas ». Pour autant, la deuxième solution, c'est probablement une dispense d'activité et maintenir sa gratification, qui n'est pas gigantesque. Mais par contre, clairement, vous ne recevrez pas d'aide de l'État pour ça. Et après, il y a la question des contrats pro et contrats d'apprentissage. Ça, c'est des salariés, pas de débat, ils sont pris dans le système. Et la dernière question, c'est la période d'essai. La période d'essai, le salarié, il est salarié. Donc, du coup, si j'ai un salarié en période d'essai, il peut être couvert par le chômage partiel. Très clair. D'ailleurs, je reviens juste sur la partie stagiaire en une seconde. En revanche, je pense qu'effectivement, les modalités de stage ne sont pas du tout bonnes aujourd'hui, puisque tout le monde est en télétravail, y compris les stagiaires pour grande partie des boîtes, et que normalement, il devrait y avoir un mentoring un peu plus fort, mais je pense que tout le monde sera souple sur ce sujet-là. Ça, c'était pour la petite digression sur les stagiaires. Sur les modalités pratiques, la surcharge indirecte du Pôle emploi, quel va être le délai, d'après toi, selon toi? Alors, on ne lit pas dans une boule non plus, hein, mais de versement des aides par les entreprises, pour les entreprises, pardon. Est-ce que c'est J+15, J+30, J+45? Il y a des boîtes qui auront besoin d'avoir ce règlement très, très rapidement. Est-ce que tu as une idée là-dessus?
Alors, déjà, il faut garder en tête que quand on fait une demande d'activité partielle, en fait, on fait deux demandes différentes. On fait la demande d'activité partielle dans un premier temps, et quand on a une réponse positive, on fait la demande d'indemnisation par l'État. Donc, c'est la demande d'indemnisation par l'État de moi, employeur, qui va lancer ce fameux délai, effectivement, de savoir quand est-ce que je vais être payé. Et là, Muriel Pénicaud a annoncé 10 jours lors d'une dernière conférence de presse. Ce n'est pas prévu dans un texte, mais bon, il faut espérer que ce soit ça qui soit appliqué. Et moi, je me permets d'avoir un peu moins de langue de bois que toi. On sait aussi que les 10 jours, ça va être forcément compliqué à tenir et qu'il Oui, va falloir être patient et qu'il y aura certainement des dossiers à 20 jours, 25 jours. On n'en sait rien encore aujourd'hui. Je pense que l'État met beaucoup de choses en place très rapidement. Il y aura des couacs et il faudra effectivement remonter très rapidement les infos s'il n'y a pas de remboursement pour certains. L'inscription, je passe rapidement les questions parce qu'on a encore beaucoup de questions, mais l'inscription sur le site est toujours en attente pour certains. Faut-il s'en inquiéter? Bah oui et non, faut s'en inquiéter parce que c'est chiant pour vous, mais en même temps, vu le délai qu'ils ont et vu le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter, je pense que c'est logique que l'inscription soit toujours en attente pour certains. Je passe à la question sur les 70% du brut qui sont 84% du net dans un temps normal. Est-ce que ça peut être porté à 100% du net selon toi? ouais, alors on va peut-être parler effectivement de cette indemnisation. Attention à toutes les infos qui circulent. Les annonces qui avaient été faites à la base, on avait dit personne ne perdra d'argent dans cette histoire. Ben, en l'occurrence, si, les salariés vont perdre de l'argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, alors on n'a toujours pas le décret qui fixe les nouvelles modalités de l'activité partielle, on l'attend. Nous, on a eu connaissance d'un projet de décret hier. On pensait qu'il serait publié aujourd'hui, mais à mon avis, il faut encore attendre un petit peu. Toujours est-il que dans ce projet de décret, il est prévu uniquement d'améliorer l'indemnisation des employeurs, mais pas des salariés. Donc les salariés, on est toujours sous l'ancien système qui est 70% de leur brut, donc payé par l'employeur. La différence, cette indemnisation par l'employeur, cette allocation par l'employeur est payée sans charge sociale. Donc il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de forfait social. Il y a de la CSG-CRDS par contre dessus, donc ce qui représente une infime part de cotisation. Naturellement, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. J'ai vu passer une question sur quid du prélèvement à la source. Oui, le prélèvement à la source doit être appliqué parce que c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Toutes ces questions-là sur comment je présente ma fiche de paye avec les 70%, quelles cotisations j'applique, etc. Ça, il faudra que vous fassiez un point très clair avec vos experts comptables ou vos cabinets de paye. Et je pense que je pense que les services de paye experts comptables vont galérer à la fin du mois aussi à sortir des fiches de paye correctes dans les temps. Va falloir avoir un peu de patience sur ces sujets-là Oui, oui, aussi. J'anticipe déjà tout la à fait. question, mais je pense que pour avoir eu pas mal de gros cabinets, aujourd'hui, personne ne sait eux-mêmes comment ça va se réaliser. Donc, ça va être un peu long à mettre en place, c'est une évidence. Oui, il va falloir faire preuve de patience. Clairement, c'est pas une activité, enfin, c'est pas une situation commune, même pour les experts comptables et pour les cabinets de paye. C'est pas quelque chose qui gère quand même au quotidien, normalement. Enfin, espérons, sinon ça veut dire que ça va mal. Donc, va falloir faire preuve d'un peu de patience. Donc, pour revenir à l'indemnisation, on est sur ces 70%. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrête pas de parler de 84% du net? Parce que du fait du minimum de charges finalement qui est appliqué sur ce montant-là, donc pas de cotisation encore une fois que CSG-CRDS, ça nous amène à finalement un montant qui est plutôt élevé en net. Donc ça veut dire qu'on a un maintien de 84% du salaire net du salarié. Alors, est-ce que je peux garantir à mon Maintenir les salarié 100%. voilà, 100%? Oui, naturellement, je peux. En revanche, la différentielle, c'est pour moi, employeur. Ce sera à moi de le payer. Alors attention également, les 100%, il faut maintenir 100% du net, pas 100% du brut. Parce que du fait du jeu des charges sociales extrêmement faibles, si vous garantissez 100% du brut, bien vous allez Ils vous vont être payés retrouver avec un plus que salarié prévu. qui finalement va gagner plus que ce qu'il gagnait s'il avait travaillé. Donc ça n'a pas de sens, il C'est faudra là où au moins les qu'il experts travaille en comptables vont un plus. peu galérer. En plus. Mais concrètement, ce n'est pas possible. C'est les mêmes situations qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, par exemple. On ne peut pas faire ça. Donc, on est bien sur une garantie de 100% du net si vous voulez le faire. Le différentiel, effectivement, c'est vous, employeur, qui allez devoir le payer. Une petite chose quand même extrêmement importante,
cette indemnisation, elle ne vaut que dans la limite de 35 heures de travail. C'est la durée légale du travail. Il y a beaucoup de boîtes qui ont des salariés qui travaillent par exemple 39 heures avec des heures supplémentaires contractualisées. C'est-à-dire que sur les fiches de paye, j'ai 2 lignes. J'ai une ligne 35 heures et j'ai une ligne 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Là, toutes les heures supplémentaires contractualisées vont devoir être payées par l'employeur avec les majorations et ce ne sera pas remboursé par l'État. Ce n'est pas pris en charge pour le moment par l'indemnisation. Donc, on est bien d'accord, effectivement, pour récapituler, pour que tout soit clair pour tout le monde, 84% du net pour l'instant et uniquement sur 35 heures. Si on parle rapidement du forfait jour, parce que je vois la question quid des forfaits jours, ouais. Les forfaits jours, est-ce qu'on a un avis pour l'instant ou on entend de tout et rien et on attend le décret? Alors, ouais, c'est-à-dire le forfait jour, en fait, est prévu à la base par le chômage partiel, sauf qu'il est prévu uniquement en cas de fermeture complète de l'établissement. C'est-à-dire, en gros, je ferme ma boîte, oui, mes salariés en forfait jour vont bénéficier du chômage partiel. Si c'est une baisse de l'horaire, là, ça ne marche pas. Là, je dis ça au jour d'aujourd'hui. Ils sont en train de réfléchir justement à d'autres modalités. Mais pour le moment, malheureusement, je ne peux pas faire un demi-forfait jour, par exemple. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui sont connectées, je pense, qui ont une convention et qui ont des forfaits jours, etc. Ça risque, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution pour ces boîtes-là, soyons clairs. Tant que le décret n'est pas passé et tant qu'il n'y a pas eu une modification là-dessus, le texte de loi prévoit pas de pouvoir le faire, soyons Non, clairs. alors déjà, le projet de décret ne fixe pas, enfin ne parle pas du forfait jour, mais c'est potentiellement d'autres textes qui vont en parler. On ne sait pas encore. Ok, très clair. Peut-être qu'on peut parler de l'indemnisation par l'employeur, puisqu'on a parlé de l'indemnisation du salarié. Ouais. Voilà, l'indemnisation pour l'employeur. Alors voilà, le projet de décret, effectivement, il vise aussi à modifier cette indemnisation. Aujourd'hui, dans les entreprises de moins de 250 salariés, enfin plus exactement de 1 à 250 compris, on est sur une indemnisation qui a été portée au niveau du SMIC horaire, donc 8,04 €. Ça veut dire que quand un employeur paye ses 70% à son salarié, l'employeur il ne va récupérer pour le moment que 8,04 € de l'heure brute. Ça, c'est le système qui existe aujourd'hui. Le projet de décret, il prévoit une indemnisation bien supérieure, puisqu'il prévoit une indemnisation en fait proportionnelle naturellement à l'indemnisation du salarié et à hauteur de 100% de ce qui a été payé au salarié dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc, c'est à peu près à 5 400 € de mémoire. Donc, ça nous laisse quand même pas mal d'air. En gros, la majorité des salariés vont être couverts par le dispositif. Mais, encore une fois, on attend le décret. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas applicable. Très clair. Une question sur est-ce que je peux mettre une partie de ma population au 2/5 en chômage partiel, au 3/5 en télétravail? C'est une question qui est redondante et dans les questions initiales et là qui passe. Alors oui, T'as une réponse là-dessus? on peut mixer les dispositifs. Hein. Encore une fois, je peux baisser ma durée du travail dans l'entreprise, c'est-à-dire que le chômage partiel, le terme il est bizarre de chômage partiel, puisqu'en gros on va être un chômage partiel total ou pas, ou un chômage partiel, puisqu'on va avoir, on peut très bien dire, je baisse l'horaire collectif dans l'entreprise de moitié, donc les gens vont travailler la moitié du temps parce qu'il n'y a pas assez de travail, et le reste du temps vont être indemnisés par le chômage partiel. Ça veut dire que j'ai la moitié de mes heures qui vont être payées plein pot, et j'ai mon autre moitié qui vont être indemnisées à 70%. Et le télétravail, ce n'est qu'une modalité du travail. Donc, je peux très bien avoir des salariés qui sont en télétravail la moitié du temps, donc payés à 100% sur cette période-là, et l'autre moitié du temps en chômage partiel, je peux le faire également. Après, là, accrochez-vous quand même pour réussir à démontrer la baisse d'activité, parce que la possibilité ou non de mettre les salariés en télétravail, ça va être un critère extrêmement important pris en compte par l'administration pour vous accorder ou non le chômage partiel. Parce qu'ils vont vous dire, attendez, si vos salariés peuvent être mis en télétravail, ça veut dire qu'ils peuvent être travaillés, donc pourquoi est-ce qu'on devrait les indemniser? Donc là, il va falloir vraiment faire un effort d'explication dans votre demande pour montrer la baisse d'activité, la baisse de chiffres et l'impact que ça a considérablement, donc ce coronavirus, sur votre activité.
Très clair. Et une autre question justement sur les modalités vraiment pratico-pratiques. J'ai une population de sales qui est composée de 40 sales. Je dois en garder un ou deux, mais les 38 autres, je veux les mettre en chômage partiel. Quel est mon choix aujourd'hui pour être vraiment très tranchant? C'est je mets tout le monde parce que j'ai pas le choix et je dois mettre tout un département en chômage partiel, sinon c'est pas éligible. Ou j'en garde deux et l'administration sera pas trop contre et fermera les yeux. Parce que j'ai quand même besoin d'avoir deux sales sur 40 qui sont Ouais. là, même si je sais que je vais pas vendre grand-chose. Eh bien, juridiquement, je ne peux pas choisir entre mes salariés. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'est à supposer qu'on puisse mettre toute une équipe, hein, bien sûr, en chômage partiel. Moi, je peux Ouais, le bien souhaiter sûr. encore une fois, mais c'est à confirmer. Mais donc c'est soit je mets toute mon équipe, soit je la mets pas. Mais en gros, la solution dans ce cas-là, c'est de mettre toute l'équipe en chômage partiel, mais pas complet. C'est-à-dire qu'en gros, je mets tout le monde, je passe tout le monde je sais pas, au 1/5e, par exemple. Je vais les faire bosser une journée par semaine et ils vont garder tous une petite activité de sales et le reste du temps, ils seront indemnisés par le chômage partiel. Ok. Donc ça, la réponse est tout à fait pertinente, mais en vrai, ça va emmerder un paquet d'entrepreneurs qui, Ah, eux, bien sûr, considèrent que c'est c'est clair. une Et en personne sur le plus, secteur pour pouvoir parler. et en plus, Voilà, et on ça est va être en des vraies train questions à de, se poser. juste pour rajouter, mais en plus, on a beaucoup de sales dans les entreprises qui sont en forfait jour. Et comme Ouais, aujourd'hui, ouais, les forfaits jours, je ne peux pas réduire justement leur nombre de jours avec le chômage partiel, là, il va falloir quand même attendre des précisions du gouvernement pour savoir si on peut le faire. très clair. Sur les nouvelles embauches, si on en parle 2 minutes, j'ai des nouveaux salariés qui doivent arriver au 2 avril. Comment ça se passe? Je les mets directement au chômage partiel. Je leur fais une téléformation de télé-bienvenue. Je fais quoi? Alors, alors, plusieurs solutions. Soit d'un commun accord avec le salarié nouvellement embauché, je reporte son embauche. Ça veut dire, si par exemple aujourd'hui il est au chômage, ça vaut peut-être le coup qu'il reste au chômage et que je l'embauche un petit peu plus tard. Deuxième solution, si le salarié refuse et dit non, mais moi je veux, désolé, j'ai signé un contrat, je dois commencer à telle date, donc je veux arriver, bien, vous l'embauchez. Et effectivement, il va être tout de suite en chômage partiel et il va falloir l'ajouter probablement à la demande de chômage partiel auprès de l'administration. Ce qui est vraiment pas idéal en termes d'accueil, mais il y a une discussion d'abord, il faut avoir une discussion préalable quand même avec le salarié, c'est clair. On nous pose Deux dernières questions. excuse-moi, j'enchaîne parce qu'on nous pose aussi la question pour les démissions. En quoi ça impacte Voilà ce que j'allais dire. Les démissions et les congés payés RTT, c'est les deux sujets. C'est les démissions. Qu'est-ce que j'en fais d'un mec qui a démissionné il y a 3 semaines avant tout ça? On le met où? Mais En en fait, chômage partiel? la question, c'est pas la démission, la question, c'est le préavis. Donc, Exactement. que ce soit un licenciement ou une démission, si le salarié est en préavis et qu'il travaille, je peux le mettre en chômage partiel. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, il sera pris en charge. Et Ok. l'autre question, c'était sur les RTT. Ouais, congés, il y a pas mal de questions là, je vois passer, j'essaie Ouais, de sur les les lire, il y en congés a et les beaucoup. RTT. Alors, les congés, il y a Ouais. plusieurs règles. Première règle, c'est si j'ai un salarié qui a posé des congés, qui a déjà posé des congés, imaginons au mois de juin, juridiquement, j'ai le droit de déplacer ces congés, de les ramener à la période actuelle pour couvrir effectivement une partie où je n'ai pas d'activité. Ça, j'ai le droit de le faire dans des circonstances exceptionnelles. Là, on y est, donc il n'y a pas de problème. En revanche, si mon salarié n'a pas encore posé de congé, là, je ne peux pas lui imposer d'en poser. Ça, c'est pas possible. Pour les RTT, ça, il faut se référer aux accords, puisque les RTT, ça ressort soit d'une convention collective de branche, soit d'un accord d'entreprise ou de groupe. Donc, il faut regarder les modalités. En général, en tout cas, nous, ce qu'on prévoit quand on rédige les accords, c'est la possibilité pour le salarié de choisir la moitié de ses RTT et l'employeur la moitié aussi. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, l'employeur va dire moi, j'ai la possibilité de choisir vos jours de RTT pour moitié dans l'année. Et d'ailleurs, souvent, on va choisir les ponts, par exemple, parce que ça arrange les boîtes. Mais en l'occurrence, là, dans notre cas, on va pouvoir placer un certain nombre de RTT pour les écouler et utiliser ça. Il faut savoir que un jour RTT, c'est payé normalement. Donc, du coup, c'est aussi intéressant pour le salarié de le poser actuellement. C'est plus intéressant qu'un chômage partiel. Très clair. Et d'ailleurs, est-ce qu'on acquiert, c'est une des questions que je dois passer. Après, on aura pile fait une demi-heure et on va regarder un peu toutes les questions. Mais est-ce qu'on acquiert des CP et des RTT pendant le chômage partiel? C'est une des questions qui revient, hein. Oui, oui, tout à fait. Ok, très clair.
Je propose, on a déballé toutes les questions qu'on avait eues remontées jusque-là. Je propose, Maya, qu'on essaye de redescendre rapidement toutes les questions et de voir, alors, il y en a énormément, mais de voir si on y a répondu, au moins partiellement. Ça vous Alors, va? j'ai vu passer une question, moi, sur est-ce que les CDI intermittents étaient Oui, éligibles au chômage partiel. Alors, le CDI intermittent, c'est très peu utilisé dans les entreprises et très peu connu. C'est pas des intermittents du spectacle, hein, ça n'a rien à voir. Les CDI intermittents, c'est un salarié qui est en CDI, donc à durée indéterminée, mais qui va travailler en fait que quelques journées dans l'année. Et il a un contrat un peu spécial où je prévois qu'il va bosser entre tant et tant de jours dans l'année. Alors, eux ne sont pas couverts par le chômage partiel. Et là, le texte les exclut. très clair. Je te laisse continuer à parler si besoin. Je lis et je vois les questions qu'on n'aurait pas abordées pour l'instant. Peut-on rompre Alors, une je période crois que sur d'essai les selon un autres. chômage partiel? Pardon? Peut-on rompre une période d'essai en chômage partiel? La rupture de la période d'essai, on peut la faire effectivement à partir du moment où. Alors, on ne doit pas justifier la rupture de la période d'essai, c'est tout l'intérêt. Faut savoir que une période d'essai, enfin la rupture de la période d'essai, ça peut être contesté en justice. Un salarié peut très bien dire il y a une rupture abusive de ma période d'essai. Là, vu le contexte, malheureusement, beaucoup d'employeurs vont peut-être se saisir de l'occasion. Enfin, il ne sait pas. J'en ai eu un hier au téléphone, donc c'est clair que c'est en train d'arriver. Malheureusement, il va y avoir des ruptures de période d'essai. J'ai envie de dire, si on a un salarié sur lequel de toute façon on avait des doutes, bah, là il ne faut plus en avoir, il faut rompre, mais on a une bonne raison. Si par contre on a un salarié où on se dit ce salarié est très bien, mais par sécurité, je préfère ne pas le garder parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Là, si on n'a rien du tout à lui reprocher et qu'il va en justice pour contester la rupture, vu les circonstances, il est possible que les conseils des prud'hommes indemnisent ces salariés-là. Alors, les indemnisations ne sont pas gigantesques, hein, donc il faut déjà avoir envie d'y aller devant le conseil. La question, c'est est-ce que le chômage partiel allonge les périodes d'essai ou pas? Est-ce que ça gèle les périodes d'essai finalement Alors, ou on considère que les périodes d'essai continuent pendant le chômage partiel? Alors, très, très bonne question et il n'y a pas de réponse. Je peux vous faire tout le raisonnement juridique hein, parce qu'il est assez long, mais on s'est posé la question parce qu'on a eu la question hier. Donc, mais en deux mots, on va dire. Le principe, c'est que les périodes d'essai, elles sont normalement prolongées du fait des absences des salariés, notamment maladie, prise de congé, etc. Mais pour autant, on a un peu de jurisprudence qui vient de nous dire que quand les absences des salariés sont du fait de l'employeur, là, dans ce cas, on n'a pas de prolongation de la période d'essai. Donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le chômage partiel, c'est du fait de l'employeur ou du fait du salarié? La réponse, c'est un peu aucun des deux, malheureusement. Donc, derrière, on n'a pas. Pour l'instant, pas de réponse ferme, on verra bien. Ok. Voilà. Une autre question qui revient, les salariés qui avaient posé des absences et qui les annulent, comment procéder, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que moi, perso, j'ai eu le cas aussi de mes salariés qui ont annulé leur congé de la semaine prochaine et je peux comprendre. Oui, j'ai eu la question hier. Donc, alors là, concrètement, il n'y a rien qui oblige à annuler les congés payés pris par le salarié. Ils sont posés, donc le salarié peut malheureusement pas partir en vacances puisqu'il est cloîtré chez lui. Ça, on en est désolé. Mais pour le coup, c'est pas non plus du fait de l'employeur. C'est la situation qui est comme ça. Mais donc, du coup, les congés, juridiquement, on a le droit de les maintenir. Donc, le salarié va être payé plein pot hein, pour le coup, mais on a le droit de les maintenir. Maintenant, si on veut dire aux salariés, OK, on les reporte, pourquoi pas? Mais ça veut dire que s'il n'est pas capable d'être en chômage partiel, en télétravail, par exemple, il va être en chômage partiel et pour le coup, il va être moins payé que s'il était en congé payé. Très clair. Une question. Excuse-moi, est-ce qu'on peut imposer à ces salariés de prendre des congés payés? Non. À ce moment-là? Non, on ne peut pas imposer les congés payés. Très clair. Il y avait une autre question. Je relis les questions. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à 5 Est-ce qu'on peut faire des périodes? Ça aussi, j'ai vu des experts comptables sortir des mémos qui étaient contradictoires, pour être très franc, de dire blindez à maximum et mettez à 100% tout le monde en chômage partiel et vous verrez après. Et d'autres qui disent mettez à la réalité, vous mettez 50% cette semaine si vous considérez que c'est 50%, et le mois prochain, si vous pensez que vous serez à 80%, le mettre à 80%.
Alors, Donc clairement, j'ai vu les deux. oui, oui, mais alors on peut, sur la plateforme, en principe, on peut faire évoluer la demande de chômage partiel. On peut faire un espèce de système d'avenant, en fait, qui permet effectivement de moduler son chômage partiel au fur et à mesure des semaines. Moi, je pense que, vu la charge qu'il va y avoir sur l'administration, On simplifie le à mon travail. sens, ouais, vaut peut-être mieux quand même prévoir une période assez longue euh, d'indemnisation totale. Et puis on verra. Si jamais le travail reprend, bon, bah là, il faut simplement informer l'administration du travail et dire, écoutez, finalement, on a une reprise d'activité plutôt que prévu. On avait demandé un mois, mais au bout de 15 jours, on a repris parce que finalement, la situation s'est calmée. Et auquel cas, je pense qu'il y aura des ajustements qui seront faits. L'administration du travail n'a aucun intérêt dans ce cas-là à refuser l'ajustement, puisque ça veut dire qu'ils vont débourser moins d'argent. Donc, je pense que ça peut être fait dans ce sens. Alors après, est-ce que certains ne vont pas en profiter pour bénéficier du chômage partiel et de l'indemnisation de l'État et quand même faire bosser leurs salariés, soit tout de suite, alors là, ce qui est quand même pas très élégant, on va dire, soit effectivement parce que ça va reprendre un peu et dans le doute, bon, je cumule les deux. Bon, ça, c'est plus une question de morale que de droit. Faites quand même attention, si vous faites ça, on n'est pas à l'abri de contrôle. Donc, certes, C'est ce que j'allais dire. Ça, je prends ma casquette de directeur financier parce que j'ai eu cette question. Il faut aussi dire toutes les questions, hein, de pervertir un peu le système aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est complètement immoral et c'est complètement irrépublicain. Si tu le fais pendant, moi, j'ai été très franc avec les entrepreneurs qui ont eu cette idée. J'ai dit, si tu le fais pendant une semaine pour te rassurer, le temps de voir ce que va devenir l'activité, why not? Mais c'est évidemment un truc à proscrire. Il y aura des contrôles. Je dis pas ça pour faire peur, mais c'est aussi un moment collectif où on doit essayer de tous se sortir un petit peu d'une situation délicate, donc ne pas abuser d'un système qui serait trop privilégié, entre guillemets. Comme moi, ça va être un peu mon cheval de bataille pour certains entrepreneurs qui ont la tête dure sur ce sujet-là, en leur expliquant que l'État-providence, c'était une autre époque et qu'aujourd'hui, on va avoir un peu de mal à s'en sortir. Donc clairement, oui, celui qui me dit je veux le mettre en place parce que j'ai peur et que je ne sais pas ce que ça va devenir, why not? Mais ce sujet-là, il va être forcément contrôlé derrière. Et heureusement aussi pour qu'il y ait une certaine équité et une certaine justice là-dessus. On pose des questions aussi sur les TNS. Qu'est-ce qui deviennent les TNS, les freelances? Qu'est-ce qui deviennent là-dessus? pas de chômage partiel pour eux. Ils ne sont pas salariés. Donc, ce qu'il On faut pose la voir, question de... c'est voir les autres aides de l'État. Notamment, j'ai vu passer, on a parlé d'une aide d'un forfait de 1 500 euros, effectivement, pour certains indépendants. Ouais, je l'ai vu Je passer. vais pas Ouais. regarder en détail, mais c'est à étudier. Enfin, en tout cas, quand ce sera vraiment publié, il faudra l'étudier. Parce que pour certains, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'ils vont mettre des conditions de bénéfices quand même assez strictes aussi. Évidemment, dans les annonces du président, le sujet, c'était de ne laisser personne sur le carreau. Et notamment, comme on a un président qui est quand même très pro-start-up, pro-indépendant, freelance, etc., l'idée, c'était effectivement de pouvoir indemniser tout le monde. Maintenant, il faut voir comment on les indemnise. Le chômage partiel pour les salariés, ça indemnise quand même plutôt pas mal. Je doute que les indépendants soient indemnisés de la même manière. Ok. J'ai vu passer une question là sur les primes et les variables qui sont mensualisées dans une fiche de paye. Ça, je pense que ça rentre dès que ça rentre dans la rémunération brute, c'est pris dans le Oui, chômage partiel, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est pour y répondre directement, puisque moi j'ai eu la question chez des clients. Quid des arrêts maladie? Alors, les arrêts maladie, si je suis en arrêt maladie et qu'il y a du chômage partiel qui est mis en place, c'est mon arrêt maladie qui prime. Donc, c'est l'indemnisation au titre de l'arrêt maladie qui prime. Est-ce qu'on continue de cumuler des congés payés pendant le chômage partiel? Oui. Oui, très bien. Super. Quelle est la période minimale à laquelle on doit appliquer le chômage partiel? La semaine, le mois, le jour? Il n'y a pas de minimum, il y a un maximum de 6 mois. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Ok. Alors, on essaye de remonter toutes les questions. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions en doublon. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va tout récupérer. On va essayer d'enlever tous les doublons et apporter des réponses par écrit à tout ce que vous avez posé aujourd'hui. On essaye de continuer le flux. Il faut savoir aussi qu'on aura un autre rendez-vous vendredi, toujours sur le blog du travail. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas eu de réponse aujourd'hui et auxquelles on ne pourra pas répondre par écrit par la suite, ne vous inquiétez pas. On aura d'autres moments pour y répondre. Mais alors, je continue le flux.
On nous parle pas Thomas mal. qui dit, voilà, Thomas qui disait par établissement égale une entité juridique ou c'est un établissement physique seulement? Alors, les établissements physiques, il y a pas trop de débat là-dessus. Typiquement, j'ai un établissement à Paris, un établissement à Lyon. Si je peux en fermer un complètement et garder l'autre ouvert, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, je peux avoir des personnes en chômage partiel dans l'un et pas dans l'autre, parce qu'on peut avoir une activité différente. Mais là, ensuite, c'est au sein de mon établissement, comment je scinde mes équipes. Et c'est là où la réponse est pas claire. Ok. Sur le cas des salariés avec variable sur objectif, une question qui vient d'être posée à l'instant, bah, c'est pareil, c'est sur objectif. Si les objectifs ne sont pas réalisés, je suppose que les variables ne sont pas versées et du coup, ne rentrent pas dans le chômage partiel. Alors là, c'est loin d'être évident Ah, bah voilà. parce que certes, ils ne sont pas réalisés, mais pas du fait du salarié. Alors pas du fait de l'employeur non plus, mais à mon Mais sens, tu vas pas lu. il va falloir appliquer une espèce de méthode entre deux, quoi, pour que personne Le ne code mal perde. taillé pour dire tu as un minimum de variables et on l'intègre dans le chômage partiel. Mais parce que Ouais. ça rentre pas dans la rémunération brute, donc c'est compliqué. Bah si, ça rentre dans la rémunération brute à partir du Oui, moment mais où elle est due. Alors par oui, contre, donc ça veut dire que le patron devra verser des primes, c'est ça que tu dis, quoi. pardon? Le CEO devra verser une prime et que cette prime soit rentrée dans le cadre du chômage partiel. Oui. Ouais. Par contre, il faut faire attention quand même à une chose. Je rappelle quand même une chose sur les primes sur objectif. Si vous n'avez pas signifié à vos salariés en début de période les objectifs par écrit, votre salarié il est éligible à 100% de sa rémunération variable. Donc là, bah, c'est le moment de remettre un peu tout au carré parce que non seulement vous allez avoir certains salariés qui vont être éligibles à 100%, mais en plus, ils n'auront pas rempli leurs objectifs peut-être, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais du fait de la situation. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises à la fin de l'année, mais faites vraiment attention. J'ai une très bonne question là qui vient de passer. Attends, je la retrouve, excusez-moi, hein. Si tu en as une autre, Maya, en attendant. Moi, je voulais qu'on parle du décret Oui, aujourd'hui. la communication aux salariés, pardon, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Oui. Comment on communique là-dessus à ses salariés? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Quelles déclarations faut-il remplir? On entend tout aussi là-dessus. Alors, sur les modalités pratiques, en fait, hein, en principe, quand vous avez un CSE, il faut informer et consulter votre CSE préalablement à la mise en place enfin même à la demande d'activité partielle, puisqu'il faut en principe joindre à votre demande d'activité partielle votre PV du CSE, donc l'avis du CSE. Là, naturellement, vu les circonstances, on ne peut pas tenir les réunions du CSE puisque tout le monde est cloîtré chez soi. Et en plus de ça, il y a une espèce d'urgence qui fait qu'on n'a pas le temps de tenir les réunions, on n'a pas le temps de les convoquer, de tenir les réunions et de faire les PV derrière. Donc là, pour le coup, il y a un projet de texte effectivement qui vient assouplir le dispositif et qui vient nous dire que si on n'est pas capable de consulter notre CSE avant notre demande d'activité partielle, pour autant, lorsqu'on va faire la demande, il faut informer l'administration de la date prévue pour la réunion de consultation. Donc là, autant dire qu'il faut la mettre dans un mois et demi. Et ensuite, on aura 2 mois à partir de la demande d'activité partielle pour envoyer notre PV à l'administration du travail. Donc pourquoi je dis, du coup, on met notre réunion dans un mois et demi? Parce que après, comme ça vous laisse un petit peu de temps encore pour pouvoir faire votre PV comme il faut et pour pouvoir l'adresser et pas être pris par le délai. Si on n'a Ça, pas de c'est par rapport, CSE, ça, c'est d'un point de vue collectif. Ça, c'est d'un point de vue collectif, c'est vis-à-vis de votre CSE. Ensuite, d'un point de vue salarié, il faut informer en fait les salariés qu'une demande d'activité partielle a été faite pour eux. Et il faut les informer tous individuellement, hein, d'ailleurs. Et et quand on a l'autorisation pour l'activité partielle, il faut les informer également en leur disant là actuellement, de toute façon, vous n'allez pas travailler, ou alors vous allez travailler selon telle modalité. On a réduit par exemple votre durée du travail aux 2/5 et le reste c'est de l'activité partielle. En tout cas, il faut communiquer là-dessus auprès des salariés puisqu'il faut bien qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. si on n'a Il pas y de en a qui... CSE, si on n'a pas de CSE, pardon, je Ah, répète la pardon. question. S'il n'y a Si pas on de n'a CSE, pas de CSE, il n'y a pas de consultation à faire, donc ça va vite. voilà. Et si on a atteint le seuil de 50 salariés il y a moins de 12 mois, est-ce que la consultation du CSE est requise?
Non, puisqu'il y a pas puisque je n'ai pas l'obligation de mettre Il en n'a pas place été un élu. CSE. D'accord, très bien. Non, si j'ai pas de CSE, je ne fais pas. Après, la question, c'est est-ce que j'aurais dû avoir un CSE? C'est-à-dire qu'en gros, de toute façon, ça fait 2 ans où on est 100 dans la boîte et on n'a toujours rien mis en place. Je n'ai pas mis en place de CSE pour autant et donc, du coup, je n'ai pas fait de consultation. Bon, bah là, est-ce que l'administration du travail va être regardante là-dessus ou est-ce qu'elle peut vous dire bah, vous ne pouvez pas bénéficier du chômage partiel parce que déjà vous n'êtes pas en règle? Alors ça, moi, je ne l'ai jamais vu pour le moment. À ma connaissance, juridiquement, ce n'est pas une condition préalable à la mise en place de l'activité partielle. Mais c'est pareil, ce genre de circonstances un peu exceptionnelles, ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure et puis de secouer ceux qui n'ont pas tout mis en place dans leur entreprise. Et puis en plus, vous aurez du temps. Donc penchez-vous sur le sujet, c'est intéressant le CSE aussi. Euh, Des questions vraiment pratico-pratiques sur le calcul. Ouais. Alors, j'ai plusieurs questions. Excusez-moi, je parcours le flux, c'est assez compliqué en direct. Et malheureusement, j'ai un tête qui rame un peu. Comment est-ce qu'on calcule en fait? Les questions, c'est je pense qu'il y a des personnes qui sont qui ont besoin d'être éclairées concrètement. Alors, sur les modalités de calcul, de toute façon, les calculs, c'est pas vous qui allez les faire, hein, c'est votre expert comptable ou le cabinet de paye. Donc Voilà, ça, vraiment, vous emmerdez ils pas. savent faire. Exactement, vous emmerdez pas à se poser. Là, On je arrive vois en aussi période passer de beaucoup de... paix. Tous ces sujets-là, ils vont être traités par les gens qui sauront le faire, c'est-à-dire votre directeur financier, votre expert comptable, votre cabinet de paye. Pour l'instant, c'est pas encore votre sujet. Ce sera modélisé correctement. Encore une fois, je pense qu'il y aura des couacs sur la paye de ce mois-ci. Il faut pas se voiler la face. Hein. Oui. C'est impossible de tout mettre en place proprement ce mois-ci. Il y aura des gens moins bien payés que prévu, mal enregistrés, etc. Je pense que sur la paye d'avril, tout reviendra propre. Et puis, j'espère qu'on pourra ressortir enfin de chez nous. Donc, a priori, le sujet sera traité par les gens qui savent le faire. Ça, c'est pas forcément le point. En revanche, il y a une question qui a eu pas mal d'écho aussi en termes de vote. Qu'est-ce qu'on doit présenter en termes de baisse d'activité? Un BP, un reforecast, la facturation du mois? Qu'est-ce qu'on présente pour dire on est en galère et qu'on a moins d'activité et donc on veut être éligible au chômage partiel? Alors, sur les dernières demandes que nous, on a pu faire avant la crise, en réponse, l'administration du travail nous a envoyé un tableau avec un certain nombre d'items à remplir. Donc, on est assez bien guidé en fait dans la démarche. Là, la question, c'est est-ce que tout va être géré de la même manière? Est-ce que la plateforme le permet? Ou est-ce que c'est individuellement l'administration du travail qui va vous envoyer par mail les demandes de renseignements? Ça, en pratique, je ne sais pas comment ça va se gérer dans les prochains jours parce que je pense que ça va être adapté. Et puis, je pense qu'ils ne vont pas lire 2000 BP en 3 heures non plus, quoi. Pardon? Ils ne vont pas lire non plus 2000 BP en 3 heures, donc de toutes les façons, je pense que c'est ça va être assez light en termes de justificatif. Oui, mais alors attention quand même, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'à posteriori, il ne va pas y avoir des contrôles? Peut-être. Donc, du coup, il vaut mieux quand même avoir un dossier blindé dès le début, et ce d'autant que, en principe, tous les délais qui sont le délai d'acceptation, le délai d'indemnisation, etc., tout ça, ça démarre uniquement à la réception d'un dossier complet. Donc, s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, ils peuvent vous dire bah, c'est pas complet, donc les délais ne sont pas lancés. Donc, bah, je n'ai pas encore à vous répondre sur l'acceptation ou pas de votre activité partielle. Et 2, je ne vous réponds pas non plus sur votre indemnisation. Donc, il faut être clair dès le début, il faut avoir un dossier clair dès le début. Faites au mieux. Moi, mon avis, en tout cas, si on veut que les choses aillent vite, c'est d'être percutant dès le début de la demande. C'est-à-dire dans les 5 premières lignes, il faut que ça apparaisse clairement pourquoi vous demandez l'activité partielle, la baisse d'activité, la baisse des commandes, etc. Ou alors, je fais partie d'un des secteurs qui est complètement touché, complètement impacté par l'activité du fait de l'arrêté qui a été publié et qui cite les secteurs d'activité qui n'ont pas le droit d'ouvrir, par exemple. Voilà, si je suis salle de spectacle, mon explication, elle va aller assez vite. Hein. Hop, je fais référence à l'arrêté. Je dis, je suis une salle de spectacle. Je n'ai pas le droit d'ouvrir pendant au moins 15 jours.
Bon, ben voilà, j'ai 15 jours où j'ai mes salariés qui ne peuvent pas travailler. Et je Donc, vais le rajouter, régisseur ne peut pas travailler à la maison. Je vais rajouter en étant très concret aussi là-dessus, parce qu'on a commencé, nous, on en fait pas mal pour nos clients. Clairement, il faut ce wording de dealing qui décrit ce qui se passe chez vous. Et comme le disait à juste titre, il faut être assez percutant dès le début pour qu'au moins il n'y ait pas de problème. Et la deuxième chose, c'est un simple tableau. Alors, on peut faire des beaux BP, on peut faire des beaux tableaux Excel, on fait ce qu'on veut. Mais c'est juste expliquer, voilà, je faisais 100 au mois de janvier, au mois de février. Au mois de mars, au vu de ce Covid, je vais faire 50. Et au mois d'avril, je vais faire 40. Donc clairement, j'ai plus les moyens. Ma facturation n'est plus à la même hauteur que les périodes précédentes. Celui, et ça j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, il y aura certainement des contrôles a posteriori. Celui qui a son chiffre d'affaires qui est identique parce qu'il a un business SaaS et qu'il n'est pas coupé par ses clients et qui a un chiffre d'affaires identique sur les 6 prochains mois à celui de janvier, il pourra se faire retoquer par l'administration en lui disant mais attends, tu as mis en place un chômage partiel alors que tes revenus restent les mêmes et que tes coûts n'ont pas augmenté du fait du problème. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Tu l'as dit à juste titre, il y aura des contrôles a posteriori. Il faut juste écrire les choses de manière intelligente et percutante pour que l'administration aille très vite dans les démarches. Je vois la question il y a des demandes d'autorisation préalable, des demandes d'autorisation et des demandes d'indemnisation. Je pense, moi, de ce que j'ai entendu, que ça va être énormément shortcuté parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de faire ces 3 étapes-là et qu'on va passer directement à je m'enregistre et je demande l'indemnisation dans la foulée. Alors pour le Est-ce moment, qu'il y a... on est toujours quand même sur 2 étapes, hein. On est quand même toujours sur je demande. Alors oui, il y a la demande d'enregistrement et je reçois mon code, etc. Mais c'est je demande, quand je demande mon activité partielle et qu'on me dit oui, normalement c'est une fois qu'on m'a dit oui que je demande mon indemnisation par l'État. Donc est-ce qu'ils vont changer le système pour le simplifier? Ça, j'en sais pas, mais pour le coup, c'est pas prévu. Alors, il y a une question intéressante. Peut-on licencier économiquement en chômage partiel? Alors, on va dire que si je fais un licenciement économique sans avoir tenté le chômage partiel avant, mon licenciement économique, il est en risque. Ça, c'est clair. Donc, si je mets du chômage partiel et que la situation ne s'arrange clairement pas, j'aurai un peu plus de billes pour pouvoir justifier mon licenciement. Par contre, bon, clairement, le licenciement économique, en gros, il y a le droit et la pratique, hein, et il y a surtout la pratique du Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes n'aime pas les licenciements économiques. Les licenciements économiques ont mauvaise presse, ce qui fait que les dossiers de licenciement économique au prud'homme, on les perd très souvent. Il faut juste être clair là-dessus. Même quand on a bien indemnisé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, on perd les dossiers. Pas toujours, hein, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, il faut, dans ce genre de contexte, se dire qu'il est probable quand même que les conseils des prud'hommes, alors ce ne sera peut-être pas le cas devant la cour d'appel pour le 2e round, mais en tout cas devant le conseil des prud'hommes en première instance, il est fort probable qu'on nous dise, bon, en gros, vous êtes un employeur, vous êtes sans cœur, vous avez licencié des gens alors que ce n'était pas de leur faute, c'était le contexte qui voulait ça. Malheureusement, en pratique, il est probable qu'on arrive à cette situation. Juridiquement, ce n'est pas fondé, mais on peut arriver à cette situation-là. J'ai une question sur... Vas-y, pardon, vas-y Maya, je t'en prie. En fait, c'est quand même une question qui revient souvent. Techniquement, il y a quelques problèmes pour faire la demande. Oui. Le site web, c'est quoi la réaction à avoir? C'est ça. Est-ce qu'on attend? Persévérer. Il faut persévérer, il n'y a que ça à faire. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que du fait de l'afflux de ces demandes, le gouvernement prévoit maintenant qu'on a 30 jours pour pouvoir faire notre demande. C'est-à-dire, en gros, si je veux une indemnisation à partir du 15 mars, en gros, j'ai jusqu'au 15 avril pour faire ma demande et elle sera rétroactive au 15 mars. Ouais, ça, alors là, je te rejoins, sauf que là, les boîtes aujourd'hui, elles sont en train de courir après la Trésor, donc c'est une bonne idée du gouvernement, hein, mais clairement, faites-le réactiver, refaites la demande. Il va falloir que chacun l'ait avant ce mois-ci pour pouvoir espérer, comme tu le disais, pouvoir avoir le go, pouvoir faire la demande, pouvoir être payé 15 jours après. Ça demande quasiment 45 jours de trésor pour certaines boîtes qui vont être très très vite short trésor et qui cherchent tous les moyens pour décaler ce genre de sujet. Donc oui, le mois c'est cool, mais ne le faites pas au 15 avril si dès le 15 mars vous savez que vous avez ce besoin-là. Donc encore une fois, les plateformes elles sont saturées. Il faut juste attendre un petit peu et je pense que ça va à un moment donné décanter, hein. Oui, tout à fait.
Il y avait des questions sur quid de la justification d'une baisse d'activité year on year, year to year et non month to month. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut juste justifier qu'il y a si vous avez une saisonnalité dans votre activité et que du coup, vous avez une baisse par rapport à l'année d'avant, tout se justifie. Il faut juste apporter des justifications claires, précises et concises. Et il n'y a pas de doute que l'administration ne sera pas de mauvaise foi vu la période actuelle. Donc, on n'aura pas une administration qui va être jusqu'au boutiste, je pense. Maintenant, il faut juste pas faire n'importe quoi non plus et vous déclarer des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Quid des personnes aux 37 et 39 heures, je pense qu'on en avait déjà parlé. Tu veux peut-être en reparler 2 minutes ou pas, faire un petit point parce que je vois que la question 35 est et énormément 39 posée. heures. Bah, Voilà, 35, exactement. bah, c'est simple, 35, c'est la limite sous laquelle je peux être indemnisé partiel, c'est-à-dire que mes heures que je vais payer à mon salarié à 70%, c'est jusqu'à 35 heures. En revanche, les heures supplémentaires, donc que ce soit jusqu'à 37 heures, jusqu'à 39 heures, à partir du moment où elles sont contractualisées, je dois les payer avec les majorations. Donc non seulement c'est à moi de les payer, mais en plus c'est avec les majorations. Et je ne suis pas remboursé par l'État sur ces heures-là. Pour le J'ai une moment. très bonne question. Super. Et j'ai une très bonne question et je pense que ça peut. Je pose la question à France Digital, à Maya, mais il faudrait trouver un avocat qui veuille bien préparer le template. Qu'est-ce qu'on met dans le PV du CSE? Je pense qu'on aura tous besoin de ce même template de convocation d'un CSE pour mise en place d'un chômage partiel. C'est peut-être pas con de se dire qu'un avocat nous aide à rédiger quelque chose d'assez classique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. De toute façon, Alors, vas-y. sur la convocation, c'est assez simple, hein. Si vous prenez votre modèle de convocation habituel et vous ajoutez simplement une ligne information consultation sur le recours au chômage partiel, enfin l'activité partielle plus exactement. Ça, voilà, ça vous avez votre convocation. Et ensuite sur le PV, il faut expliquer. Avec votre convocation, vous joignez naturellement une note d'information consultation, comme vous le feriez sur je sais pas, un projet de licenciement économique, par exemple, pour un petit licenciement économique. Vous avez une note qui explique pourquoi vous entendez recourir à l'activité partielle. Et dans votre PV, en gros, vous allez reprendre des extraits de la note. Les échanges, pour le coup, ça c'est classique, hein, c'est les échanges avec le CSE, les questions-réponses, et puis la conclusion qui est, maintenant on passe au vote. Quel est l'avis du CSE sur le chômage partiel, favorable, défavorable? Malheureusement, on le sait, de toute façon, l'avis ne lie pas l'employeur. Et puis, j'ai envie de dire, oui, probablement défavorable dans le sens où c'est une situation qui est difficile, donc on n'a pas envie que nos salariés soient en activité partielle. Pour autant, favorable parce que c'est le seul moyen aussi de conserver l'emploi. Il faut quand même savoir que, alors là, on est dans une situation très particulière, mais dans une vie de l'entreprise au jour le jour, il peut arriver un jour, malheureusement, que vous ayez à faire appel à l'activité partielle. Et ça n'empêche que ça reste un moyen potentiel d'éviter des licenciements économiques. C'est un préalable pour éviter les licenciements économiques. Donc, ça reste vis-à-vis du CSE, le discours à tenir, c'est quand même de dire on cherche à sauver l'emploi. On ne va pas faire des licenciements économiques tout de suite. Et je voyais tout à l'heure une question qui passait d'ailleurs encore une fois sur les licenciements économiques. Alors, moi, je pense qu'il faut être prudent pendant cette période. Il faut aussi savoir qu'il y a eu des annonces du gouvernement qui, à mon avis, sont complètement infondées, mais où, en gros, que ce soit le Premier ministre ou le ministre du Travail qui nous disait nous ne voulons aucun licenciement pendant cette période. Alors, c'est bien comme phrase sortie de nulle part, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de licencier? J'ai un salarié qui, pendant cette période, met le feu à mon entreprise. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de le licencier? Enfin, cette phrase n'a absolument aucun sens venant du gouvernement. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est attention qu'il n'y ait pas d'abus, ça c'est clair. Ouais, clairement. Ne pas non plus sauter sur l'occasion pour faire des licenciements économiques. Mais je rappelle quand même que sur les licenciements économiques, de toute façon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Un licenciement économique, ça demande une procédure qui est quand même extrêmement cadrée. Que ce soit de l'individuel, du petit collectif, c'est-à-dire à moins de 10 sur une période de 30 jours, et puis alors naturellement plus de 10, tout ça, c'est des procédures qui de toute façon sont assez longues, qui prennent 1 mois, 2 mois, voire beaucoup, beaucoup plus si on est sur un gros licenciement économique. Une dernière question peut-être, parce que j'ai un petit peu une question qui remonte pas mal sur les charges patronales pendant la période d'indemnisation. C'est pas charge patronale. Non, il n'y a pas de charge.
Sur Et le zéro les charge. 70%? Exactement. Voilà. Ok, très bonne réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez dire, sinon il est midi. Bah, il est déjà midi. Il y a plein de questions, je pense, qui sont encore restées sans réponse, mais de toute façon, on y reviendra certainement vendredi. On est désolé si on n'a pas pu apporter toutes les réponses. On fera un compte-rendu par écrit le plus tôt possible dans l'après-midi pour résumer tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues par la suite. En tout cas, merci pour votre temps. C'est hyper précieux. Merci à Le temps que vous Merci. apportez, c'est vrai que France Digital, c'est une grosse famille, c'est une association. Donc, on vous remercie de contribuer. Si vous voulez nous rejoindre, moi, je vais vous mettre dans le chat différents call to action, on va dire, si vous voulez rejoindre France Digital, si vous voulez participer au prochain webinar. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions ou de faire remonter des dysfonctionnements au gouvernement. Donc, on va vous mettre un lien aussi où vous pouvez faire remonter tout ça. Est-ce que j'oublie certaines choses? On a mis en place un rescue kit. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais aussi vous remettre le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc voilà, je mets tout ça dans le chat maintenant. On va vous publier dans les réseaux sociaux une note avec tout ce qui a été dit ce matin. Et en tout cas, merci pour votre contribution et on espère que ça a pu vous aider et que ça vous aidera dans... Voilà, que vous aide au maximum. C'est le but de France Digital. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.